Bonsoir. Bonsoir Alexandre et bonsoir à tous les auditrices et auditeurs. Bienvenue sur notre antenne, l'émission Santé et Spiritualité. Les auditeurs, les habitués commencent à vous connaître. Il y a des personnes qui vont vous découvrir aujourd'hui à l'écoute de cette émission, découvrir ce que vous avez à leur dire, à leur apporter et à pratiquer avec eux. Mais ça sera dans une autre partie de cette émission. Alors pour tous ceux qui arrivent aujourd'hui à l'écoute de cette émission, qui êtes-vous, Jacob Vladimir Balga ? Je suis un être qui est là sur Terre, dans ce pays, à cette époque. Ça devrait suffire normalement. Ça me paraît bien. Et qui joue son rôle, qui a une place sur Terre et qui fait ce qu'il a à faire. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai à faire ? Qu'est-ce qui m'intéresse ? Il y a des gens qui s'intéressent à la pétanque, il y a des gens dont le but est d'être champion de poker, il y a des gens qui sont intéressés à être un champion pour démonter un scooter et le remonter. Voilà. Il y a des gens qui sont champions pour être mécaniciens. Il y a des gens qui veulent être de super plombiers. Eh bien, c'est très très bien. Et moi, eh bien, je suis ce que je suis, mais je n'ai pas choisi. C'est-à-dire que, pour redire encore ce qui m'est arrivé de dire lors d'une émission il y a peut-être un an, les grands choix que l'on fait dans une vie sont ceux qu'on ne fait pas. Ce sont ceux qui s'imposent à nous. Alors c'est venu comme ça, très très jeune. Je ne savais pas ce que je ferais très très jeune. Je ne savais pas exactement ce que je ferais. Mais je savais qu'il y avait quelque chose à faire avec les autres dans la thérapie, dans le soin. Je ne savais pas si j'allais être médecin, chirurgien. Je ne savais pas si j'allais être psy. Peut-être que si. Je savais... mon père m'a donné... du Freud à lire, j'avais 9 ou 10 ans. Et je me souviens aussi que je lui posais des questions. Alors sur la sexualité, mais aussi sur les relations affectives, sur évidemment comment il avait rencontré ma mère, évidemment les questions que posent tous les enfants, mais aussi sur la sexualité. Et je me souviens qu'un jour il s'était débarrassé de moi en me disant écoute, tu sais bien lire, tu vas prendre du vocabulaire et tu vas découvrir plein de choses. Et il m'a filé une pile d'unions. J'avais pas 10 ans, j'avais 9 ans et demi. Ça date, Union, hein. Ça date, oui. Ouais. Et il y avait des textes de Michel Maignan, qui était à l'époque, qui faisait, qui faisait un UFR de sexologie à Paris 8, Vincennes. Et il y avait des textes de Freud, il y avait des textes évidemment de Kraft Ebing, il y avait des textes, bon voilà. Et puis surtout, à la fin, il y avait des lettres de gens qui posaient des questions, toutes sortes de questions. Alors des questions sexuelles, mais aussi des questions affectives, des questions relationnelles, des questions sur leurs enfants, voilà, tas de questions. Il y avait toujours une dizaine ou une quinzaine de lettres. Et je me souviens très très bien qu'avec une espèce de flou, mais une clarté, mais floue, c'est-à-dire, je ne savais pas trop quelle forme ça allait prendre, mais je me souviens que j'avais été très touché par la douceur, la bienveillance des gens qui répondaient. Je ne sais pas qui répondait. Je crois qu'il n'y avait pas de nom. Hein. Il y avait des réponses comme ça de la part d'Union. Alors c'était des praticiens de santé, je ne sais pas. Et je suis plus tout jeune, donc c'était dans les années 70, hein, début des années 70. Et pour ceux qui connaissent un peu la psychologie et qui ont lu les synthèses de Pierre Daco en psychopathologie, c'était pas sympathique, hein, Pierre Daco. C'était très strict et beaucoup dans le jugement, très partial et très bon. Aujourd'hui, c'est obsolète. Hein. Moi, je les ai gardés dans la bibliothèque, mais c'est. Et je me souviens que j'avais trouvé ces réponses à des gens qui posaient des questions, mais vraiment parfois très saugrenues, des trucs que je savais moi à 9 ans ou à 10 ans. Et j'avais trouvé ces réponses très, très accueillantes, bienveillantes et sécurisantes pour les gens. Je trouvais que vraiment ça baignait dans une espèce d'atmosphère très agréable, très douce et très accueillante, même pour les questions farfelues. Et même lorsque c'était des questions relationnelles très parano, très fermées, qui accusaient l'autre du couple, ou qui accusaient le parent ou l'enfant, il y avait toujours une proposition de regard sur soi, mais toujours avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Et je m'étais dit, je me souviens, quand je serai grand, je ferai quelque chose, je ferai pareil. Voilà. Je ne connaissais pas la forme. Ça, c'est très original d'avoir que ces magazines, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les plus jeunes,
suis pas très vieux, mais en tout cas, j'ai eu la collection de mes parents, donc c'est pour ça. Pour Union, en fait, c'était pour les couples. Hein, c'était vraiment cette époque-là où il y avait Nexus, je crois, à l'époque, et ça, il y avait Union qui faisait plus sérieux. Il y avait des articles. Il y avait... Et donc, c'est à travers ce magazine que vous êtes dit, j'ai envie de répondre ou d'aider, ou d'accompagner. Je me suis pas dit ça comme ça. C'était plus flou que ça. Est-ce que c'est l'empathie qui vous a touché ? Oui, cet accueil, cette bienveillance de la part de gens qui répondaient à parfois des questions sexuelles complètement idiotes. Mais il y avait vraiment des questions idiotes, quoi. Je sais pas, les questions, est-ce que si je me masturbe, est-ce que je vais tomber enceinte ? Enfin, j'ai des trucs, mais... Les années 70, c'était terrible. Hein. C'était terrible, quoi. C'était pas gagné. Je me disais, mais moi, j'avais, je sais pas, entre 9 et 10 ans quand mon père m'a filé cette pile-là. Et pour moi, voilà, c'est des questions, je lisais ça amusé. Mais les réponses étaient toujours très sérieuses. Hein. Très sérieuses, bienveillantes, très sérieuses. Et ça se moquait pas des gens. J'ai dit non, vous risquez rien, absolument rien, continuez, découvrez, allez à la découverte de votre corps, par exemple pour cette question-là, explorez votre corps, voilà, bon, c'était très bon. Je savais pas quelle forme ça prendrait. Et puis après, il y a une forme de latence qui a duré quelques années. Mais je me souviens alors, il faut savoir que j'ai trouvé ça très bienveillant parce que moi, j'étais en monastère. Et, un monastère hébraïque, mais c'est comme les jésuites. Hein. Ça rigole pas. Hein. C'est 15 heures par jour. C'est 12 heures d'études, 4 heures de traduction de la Bible, de l'araméen, 4 heures de Talmud. On faisait ce qu'on appelait les études profanes l'après-midi, vite fait, mal fait. Et puis il y avait 3 heures de prière par jour. Enfin voilà, c'était pas le même monde. Donc, du coup, Union, c'était les vacances, quoi. Union, mon père me faisait lire ça parce qu'il me disait d'abord, il faut que tu lises tes classiques, même s'ils ne le veulent pas. Il faut que tu sois inséré dans le monde dans lequel tu es. Et puis, il voyait bien que je me posais des tas de questions et qu'il me disait voilà, là, tu vas avoir des réponses précises, cohérentes, intelligentes, par des gens qui sont spécialisés. D'accord. Et voilà. la suite, Jacob Vladimir Balga. Alors, c'est une espèce de... Voilà, j'avais envie de raconter cette histoire. La suite, évidemment, je suis sorti des monastères, je me suis auto-défroqué parce que c'était pas possible. C'était structurant. Hein, ça apporte des bases. Ça apporte des bases et de sacrées bases parce que ensuite j'ai fait des facs, les doigts dans le nez. Mais vraiment, les gens qui me disent mais comment vous avez pu faire tout ça à votre âge ? Mais je crois que... Alors, je sais pas, quand j'étais plus jeune, j'admirais Jacques Martin, Léon Zitrone, qui avaient une culture énorme. Mais ces gens-là sont sortis aussi d'endroits comme ça. Et quand on sort d'endroits comme ça, la fac, c'est de la gnognotte. On vous a appris la rigueur, en fait. Et la rapidité d'absorption d'informations. À l'époque où j'étais à la fac, moi, j'arrivais à lire 5 livres dans l'après-midi. Et aujourd'hui, 30 ans après, des gens parfois me sortent un titre d'un bouquin de ma bibliothèque. Je ne le regarde pas. Je peux dire la collection. Qui l'a écrit, à peu près l'année, et chapitre par chapitre, voilà, ça parle de ça dans tel chapitre. Le chapitre le plus important, c'est ça. C'est là qu'est l'information de ce livre. C'est resté. Enfin, bon, maintenant, je peux dire que ça sert à rien tout ça. Hein. C'est du mental. C'est la culture livresque. Je suis loin Merci pour cette émission. À très bientôt. Voilà, Enfin voilà, c'est ce que je pratique pour ceux qui écoutent l'émission depuis 2 ans maintenant, n'a plus rien à voir avec tout ça, mais ça donne un background pour les qu'est-ce que je pourrais dire ? Pour les gens suffisants, pour les imbéciles, pour les gens apeurés, pour les gens qui veulent absolument, qui viennent en stage et qui ne comprennent pas. Alors, il y a parfois des médecins, des kinés, des ostéos, des kinésiologues, des psys, des infirmières qui comprennent pas. Alors il faut leur donner des informations qui correspondent au paradigme scientifique qu'ils connaissent, dans lequel ils ont baigné. Alors ça me sert à ça, voilà. Je leur donne quand ils viennent en stage ou quand ils viennent en consultation, je leur dis des choses qui parlent à leur mémoire, à ce qu'ils ont appris. Voilà, bon, il y a une corrélation. Bon, ça ne sert qu'à ça parce qu'en fait, je suis loin maintenant de tout ça. Je suis loin Alors, non seulement je suis loin, mais en plus, je n'ai jamais pu m'insérer, ni en fac de psychopatho, avec Toby Nathan, et malgré le fait que ce soit Toby Nathan, il ne comprenait pas trop ce que je faisais. Donc je me suis fait éjecter gentiment. Je suis parti, en fait, parce qu'on n'arrivait pas
il comprenait pas. Enfin, voilà. Je suis resté 8 ans en doctorat d'anthropologie sans pouvoir le terminer parce que les directeurs de recherche que je trouvais au CNRS ou à l'INSERM, ça collait pas. Et je suis resté quelques années ensuite avec Benveniste, à l'INSERM Clamart, à l'unité 200 INSERM Clamart, pour lui montrer les protocoles que je faisais, pour montrer que vraiment de la pensée, avant de connaître Masaru Emoto, de la pensée, émettre une pensée sur une fiole de flotte, la fait vibrer autrement. Et je disais, mais simplement tester ce que ça fait. Qu'est-ce que ça change? Voilà, voilà, simplement valider que le simple fait d'émaner d'un être devant une flaque d'eau, une émotion, une pensée, sans faire la cristallisation sensible que fait Masaru Emoto, et à l'époque on ne connaissait pas ça, hein, je montrais ça et on changeait les fréquences de l'eau. Benveniste, bon, il venait, comme tous les directeurs de recherche, il venait l'après-midi, hein, nous serrer la paluche. On avait la chance de le recevoir ici, je m'en souviens très bien. Et donc il regardait, il venait l'après-midi, il nous serrait la main, puis il regardait ce qu'on avait fait avec l'équipe de recherche, avec Guyonnet, et puis voilà, bon, on n'a pas validé tout ça, parce que bon, je suis parti là aussi. Et puis à la fin, on m'a dit, monsieur, à la fac, je me souviens, à la fac d'anthropo, je m'intéressais à l'ethnomédecine, à l'ethnomédecine, c'est-à-dire à toutes les techniques de soins non occidentales finalement. Soins manuels, la médecine traditionnelle chinoise, à d'autres choses encore. Et puis pendant ma fac, j'étais en cabinet, j'avais déjà une consultation, je voulais valider ce que je faisais. Et en fait, parce que je considérais que la psychanalyse, ça ne suffisait pas, et que pour obtenir une abréaction et vraiment quelque chose qui se passe dans le corps, il fallait relier. Moi, je touchais les gens, je les touchais, je les massais, je faisais de l'ostéo, je faisais à l'époque de la kinésio, il y avait l'EFT qui arrivait dans la fin des années 80, tout ça m'intéressait. Donc le jour où dans les années 87 ou 88, j'ai lu le livre de Callahan sur l'EFT, voilà, tout de suite, ça m'intéressait. Bon, j'ai laissé tomber tout ça parce que ça dilate un peu l'aura, mais c'est pas suffisant. Et en fait, tout ça, ça pouvait pas rentrer dans l'université. C'était pas possible. Alors que j'expliquais à mes directeurs de recherche, mais moi je pratique ça en cabinet, j'aimerais qu'on plante des trucs, et aussi chez la personne, et qu'on observe qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça marche. Ah, mais c'est pas de la science, mais ce sont des professeurs. Callahan, c'est un docteur, je montrais les bouquins. Je montrais en PNL, ce sont des chercheurs universitaires qui observaient, qui ont édicté ces règles de la PNL. La Gestalt aussi, ce sont pas des gens... ah oui, mais non, mais c'est pas de la science. Alors c'est toujours la réponse, c'est pas de la science. Je dis, mais comment on peut faire de la recherche à ce niveau et dire qu'une recherche n'est pas de la science? On va essayer de comprendre, de trouver des protocoles qui vont essayer de démonter quelque chose, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, ou alors dire, voilà, on observe que quelque chose fonctionne, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi. J'ai au moins ça, c'est un début. Mais bon, c'était très difficile. Très difficile. Donc, j'ai créé ma propre école, hein, il y a maintenant, c'était en 88, hein, et je suis libre de l'enseignement que je veux faire, et j'ai créé mes propres méthodes à partir de tout ça. Mais bon, je parle toujours de la même chose finalement quand je viens ici. J'ai plus de plaisir à recevoir les auditeurs en direct parce que là, c'est du live. Oui, ce qu'on va faire dans quelques instants, mais... vous êtes en train de nous dire, et c'est ce qui me paraît être le plus important, au-delà de tout ce qu'on peut pratiquer, de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on peut savoir, vous êtes en train de nous dire que vous marchez sur votre route et vous suivez votre route. C'est-à-dire que vous êtes droit, vous avancez sur votre chemin et du coup, c'est ce qui équilibre, hein, c'est ce qui permet de vivre. Voilà, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, mais... C'est le plus important. Oui, j'avais rencontré un gars très sympathique, Tran Quang Hai, qui était ethnomusicologue. J'avais fait un stage avec lui de son harmonique. Je lui ai montré ce que je faisais, hein, moi, déjà à l'époque. Puis, il me dit, écoute, lui, c'est un asiatique, ils ont une capacité peut-être d'adaptation que moi, je n'ai pas. Hein. Lui, il faisait son truc. Il était anthropologue, spécialisé en ethnomusicologie, au musée de l'Homme. Donc, il avait sa petite paye de fonctionnaire. Il racontait surtout pas ce qu'il faisait avec nous en atelier. Ça, j'ai bien compris. Hein. Il scindait bien les choses. Et puis il faisait sa petite vie ailleurs. Hein. Bon, moi je peux plus faire ça moi. Il m'a dit trouve 2 ou 3 personnes et avec moi on va te faire un truc. Tu fais textuellement. Il m'a dit fais-leur une merdouille, un ressucé de ressassé pour avoir ton doctorat d'anthropologie. Tu leur fais ce qu'ils veulent. Tu prends 70-80 livres, tu leur fais une bonne synthèse, comme ils veulent, ils vont être bien contents, ils vont te mettre une mention maximum, et après tu feras ce que tu voudras. Mais en fait non, il ne faisait pas ce qu'il voulait lui.
au sein de son travail de fonctionnaire, il ne faisait pas ce qu'il voulait. Donc voilà, moi je ne pouvais pas, je suis un peu trop entier, je ne pouvais pas. Maintenant, bon après évidemment j'ai fait un troisième cycle de philosophie parce qu'on m'a dit ce que tu fais ça explose le paradigme occidental des sciences, ça ne fonctionne pas ton truc. Donc va en philosophie faire l'épistémologie des sciences et puis je dis mais ça c'est du radotage, mais vas-y quand même. Bon alors j'ai fait un troisième cycle, pas avec n'importe qui, avec Jacques Rancière, vénérable hein, que je respecte. Et puis je lui dis, bon, on va aller aux sources maintenant de la pensée occidentale, parce que maintenant il faut exploser un peu le paradigme. Et je lui dis, on va aller aux sources de cette pensée occidentale, et c'est les sources de la pensée occidentale. Il me dit, ça commence avec la Grèce. Ah bah je lui dis non, parce que le grec c'est du sanskrit. Et il me dit oui, mais la philosophie commence avec la Grèce. Il me dit, il y a une rupture. Je lui dis non, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de mots grecs qui sont des mots sanscrits, et la pensée commence bien longtemps, bien avant la pensée philosophique grecque, bien avant les présocratiques. Je dis, la pensée grecque, ça commence vers moins 1000, 1200, quoi, avec les présocratiques. Il me dit oui, mais je dis, mais moi, ça commence avant, cette pensée-là. Il me dit non, avant, c'est de la religion, c'est pas de la pensée. Alors, il me dit, on le fait ce doctorat. Je dis, bah non, parce que moi, je parlais justement de ce qui se passe avant. Ah, il me dit, bah non. Je dis, bah, au revoir. Donc voilà, effectivement, j'ai fait mon truc à moi. Mais en fait, j'en reviens à ça dans l'enseignement que je fais. Je dis aux gens, finalement, que vous fassiez de la kinésio, de l'ostéo, de la médecine, que vous soyez sage-femme, infirmière, que vous soyez rien du tout, juste que vous ayez fait du reiki, si vous voulez recevoir des gens et commencer à aider des gens à regarder leur misère, leur souffrance, leur maladie en face, les aider à leur rendre la vie plus confortable et les accompagner dans un plus de conscience de soi, c'est pas l'outil que vous avez appris qui va faire ça. L'outil, c'est la boîte à outils. C'est pas la boîte à outils qui fait la plomberie. Hein. Le plombier se doit d'avoir une bonne boîte à outils, bien sûr. Bah, sinon, il est un peu limité. Hein. Mais la boîte à outils, en ce qui concerne la plomberie humaine, c'est complexe la plomberie humaine. Hein. La boîte à outils, c'est juste... La boîte à outils extérieure, c'est juste, on va dire, une boîte à rituels. Mais la vraie boîte à outils, c'est à l'intérieur de soi. C'est la capacité d'empathie, mais c'est surtout la limite de ce qu'on peut donner à autrui, c'est la limite de ce qu'on a vu, de ce qu'on connaît de soi. Donc, c'est d'abord et avant tout un chemin vers soi, ce chemin-là. Le chemin d'accompagner les autres, c'est un chemin vers soi. Si vraiment je vais jusqu'au bout de l'humilité, je dirais que les 5 à 10 premières années de mon travail d'accompagnant, de thérapeute, puisqu'à l'époque j'étais thérapeute, je me sens moins thérapeute maintenant, je me sens plus accompagnant d'alter ego. Hein. Chacun a une richesse et une sagesse à l'intérieur, même s'il ne la touche pas. Mon travail, c'est que la personne, à un moment, touche cette sagesse. Et je suis content lorsque cette personne, à un moment, a eu un éclair et est rentrée en contact avec quelque chose à l'intérieur. Donc je suis plus un accompagnant comme un guide de haute montagne. Mais ce que j'allais vous demander, comment est-ce que vous expliqueriez à une personne, et c'est d'ailleurs ce que vous allez faire, vu que vous avez un micro devant vous, ce que vous faites, votre but? Ben, j'en ai plus maintenant. Il n'y en a plus? Quand j'étais thérapeute, je voulais soigner les gens. Je regarde beaucoup les thérapeutes débutants et je vois le mobile inconscient chez eux. Ce sont souvent des gens qui n'ont pas pu sauver leurs parents ou leurs proches ou se sauver eux-mêmes et qui sont en recherche, comme je l'ai été. Et c'est important de connaître ces mobiles inconscients. C'est soit je veux sauver les autres, soit je veux me sauver, soit... Ça, c'est le mobile le plus inconscient. Hein. Ça peut être aussi je veux servir pour exister, pour qu'on me reconnaisse. C'est une autre forme de mobile. Mais je n'ai plus ce but-là, en tout cas. Il n'y a plus ce but-là. C'est un autre but, peut-être. Il n'y a plus ce but... c'est plus d'être accompagnant et peut-être s'il y avait un but encore aujourd'hui, c'est de me sentir pas seul. C'est-à-dire, si je suis conscient de l'univers comme j'en suis conscient, c'est-à-dire une conscience non mutilée, je ne veux pas entendre que j'ai de dons, il n'y a pas de dons. Simplement, la structure sociale, les adultes, mes parents n'ont pas réussi à me détruire et à me mutiler. C'est-à-dire que la perception que j'avais quand j'étais enfant, la perception normale qu'ont tous les enfants, avant de s'enfermer, de se mutiler dans la bande passante, dans les fréquences de la perception adulte humaine, qui est pour moi une mutilation,
Eh bien, avant cela, tous les bébés sont très conscients de la distorsion entre ce que les parents disent être et ce qu'ils perçoivent, et ce qu'ils ressentent réellement. Donc les enfants perçoivent la distorsion entre ce qu'un parent, ce qu'un adulte ressent, quand je dis les parents, c'est ceux qui éduquent, hein, au sens large, et ce qu'il dit être. Et il y a toujours une distorsion, parce que l'ego est toujours à l'ouest par rapport à la source, à l'émanation, à l'être avec un grand E. Il y a toujours un distinguo, une distance. Et donc, les enfants souffrent beaucoup de cela, et ils comprennent très très vite qu'il ne faut pas en parler, qu'on ne peut pas parler de ça. D'ailleurs, on dit la vérité vient de la bouche des enfants, mais on leur demande souvent de se taire. On ne supporte pas qu'ils disent les choses telles qu'elles sont. Mais les enfants perçoivent plein de choses. Et je montre aux parents qui viennent à ma consultation que les enfants ne sont pas fous et qu'ils perçoivent plein de choses, et que lorsqu'ils sont vraiment très très tendus, c'est parce qu'il y a une tension. Alors soit ils vivent quelque chose de difficile pour eux, qui n'apparaît pas aux adultes, soit le couple des parents vit une tension, et là l'enfant va être en réaction. Et donc, lorsqu'un enfant fait une bronchite ou de l'asthme ou une otite, bien sûr qu'on va aller le soigner. Hein, on va aller, quand il y a un soin physique à faire, on le fait. Mais c'est bien aussi d'accompagner, à être conscient de quelle est la souffrance. Qu'est-ce qui rentre dans les oreilles de l'enfant qui ne veut pas, qui ne peut pas entendre. Et quand il s'étouffe, c'est qu'est-ce qu'il étouffe en lui, ou qu'est-ce qu'il étouffe venant de l'extérieur. Alors, c'est pas forcément quelque chose de conscient chez les parents, ça peut être simplement une imitation. L'enfant, pour être aimé de ses parents, il va s'identifier à eux, pour que ses parents puissent s'identifier à lui, puisque l'amour chez les humains n'est pas inconditionnel, il est extrêmement conditionnel. L'amour chez les humains est extrêmement conditionnel. S'il y a un amour qui n'est pas inconditionnel, c'est bien chez les humains. Et ça aussi, c'est difficile à entendre, mais c'est pourtant la réalité. Et un enfant comprend très très vite qu'il est obligé de se limiter à la bande passante de perception du monde des parents, d'imiter ces parents-là, ces adultes, pour ne pas être le vilain petit canard et pour s'identifier, pour que les parents puissent s'identifier et l'aimer. Et il va mutiler plein de choses, sa créativité, il va rentrer dans la structure langagière des parents, dans les croyances, dans les valeurs des parents. Et donc, évidemment, les enfants les plus heureux sont ceux qui arrivent à avoir un peu de liberté et qui deviennent des adultes qui vont devenir qui ils sont et pas reprendre la boucherie ou la pharmacie ou l'usine de papa, ou le truc de mécanique, tôlerie, peinture de papa, ou la plomberie de papa, évidemment. Hein. Mais tout le monde ne peut pas faire ça. La plupart des humains se soumettent par besoin d'amour. Quels sont vous parliez de boîte à outils tout à l'heure, c'est très à la mode la boîte à outils depuis quelques mois. Quelle est justement votre boîte à outils, Jacob Vladimir-Abalka? Qu'est-ce que vous utilisez? J'imagine que par rapport à ce que vous venez de nous raconter de votre existence, c'est pas toujours la même chose. Vous devez avoir beaucoup d'outils et tous différents selon les cas. Est-ce que vous nous parlez d'être un accompagnant par le son, par le toucher, par tout. Quand on fait une séance téléphonique comme on va faire à la radio, je suis assis dans mon fauteuil et évidemment, on fait ce qu'on va faire à la radio tout à l'heure. Mais lorsqu'une personne vient à ma consultation à Paris ou chez moi près de Saint-Émilion, enfin dans le Bordelais, évidemment je touche. J'ai une formation d'ostéo, de kinésio, de médecine traditionnelle chinoise, et donc je touche. J'ai fait une formation massage, mais après je me suis intéressé à toute forme de massage et je fais du massage thérapeutique, c'est-à-dire que dans une séance, je vais faire du massage, je vais faire du viscéral, parce qu'évidemment nos émotions, nos refoulements, c'est dans le ventre. Toutes les tensions qu'il y a dans les organes, les viscères, vont retentir dans les 4 membres. Donc forcément, je peux pas réduire une tension, une lésion, une inflammation, une congestion dans un membre ou dans un organe ou dans un tissu sans faire tout le corps. Donc je prends mon temps. Et puis ensuite, une fois que j'ai détendu le corps, j'explique bien que les tensions qui restent, je ne peux pas les enlever, et que si je ne peux pas les enlever, personne ne pourra physiquement. Parce que je connais toutes les techniques qui existent, et que si je ne peux pas les pratiquer, et que là, voilà, cette technique-là ne marche pas, la kinésio ne marche pas, je fais un truc de médecine traditionnelle chinoise, l'acupuncture, ça ne marche pas. Bon, on fait les techniques d'ostéo, douces en général, ça ne marche pas. Je dis là, on a fait l'arsenal, on a massé, on a ouvert, on a dégagé des adhérences, et il reste quelque chose. Alors, vous avez fait tous les autres. Arrêtez d'aller faire des gens comme moi qui font des techniques corporelles et on va passer à l'autre étape. Si vous avez été voir X personnes, ils n'y sont pas arrivés. Ah, celui-là, oui, il est très fort. Ah oui, je le connais, celui-là, il est très très fort. Voilà. J'y suis pas arrivé non plus.
Alors, personne n'y arrivera. Maintenant, on va aller voir la partie psychique. Pourquoi vous serrez autant? Voilà, qu'est-ce que vous serrez? Pourquoi? Et là, c'est ce qu'on fait à la radio. Alors, je ne fais plus de MDR, je ne fais plus de EFT parce que ça dilate. Le MDR, c'est lorsqu'on sait quel est le choc. Bon. Tipeee, c'est lorsqu'on sait quel est le choc. Bon, alors évidemment, quand on ne le connaît pas, voilà. Je ne fais plus de kinésio parce que ça dilate. Je ne fais plus de EFT parce que ça dilate et ça dilate momentanément. Mais si on ne va pas jusqu'au bout du processus, c'est pas suffisant. Alors, pour aller au bout du processus en kinésiologie, il faut aller vraiment à la récession d'âge, aller voir la partie de soi là où ça a bloqué au moment et pourquoi. Donc, il y a que là que ça fonctionne. Donc, j'ai mes techniques maintenant, la dernière qui s'appelle DI, où c'est une forme de décodage biologique, mais où je propose, c'est ce qu'on fait à la radio, qu'une personne aille voir. Et quand vraiment elle ne peut pas voir, et qu'à la radio on a 10 minutes, là je me sers de cet outil que je suis, que tout le monde est, qui s'appelle la clairvoyance et la clairaudience, être la source de soi-même, et être en contact avec la source de l'autre, et bien sentir la déconnexion, le clivage, la tension, le morcellement entre l'ego qui s'est distordu pour supporter, pour arriver à survivre, et ça a été vital lorsque ça a été fait, et c'est vraiment l'origine de l'être. Et mon travail, c'est de ramener, si possible, à la source, à l'origine de l'être, avant les distorsions, avant l'enfant blessé, avant, voilà, si je peux dire ça, je pense que ça suffit. Mais il n'y a rien de plus parlant en fait qu'une séance, d'écouter à la radio ce qui va se passer tout à l'heure. Tout à fait. Qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure? Vous allez proposer à nos auditeurs d'intervenir avec vous pendant une dizaine de minutes ou un petit peu moins pour essayer. Vous allez les guider, si je me trompe. Vous me dites, vous m'arrêtez si je me trompe. Les guider pour qu'ils visualisent en eux, c'est-à-dire qu'eux-mêmes se rendent compte de l'endroit où il y a quelque chose qui ne va pas bien, et cet endroit signifiera le mal-être qu'ils ont. Alors, c'est à la fois plus simple et plus complexe. Quand une personne appelle en disant j'ai une périarthrite, j'ai mal à l'épaule, ou j'ai des règles douloureuses, ou j'ai une tension à l'œil, ou j'ai le plexus très serré, ou j'arrive plus à dormir, voilà, là il y a un symptôme. Donc, des gens ont déjà souvent fait des tas de choses avant. Donc là, le symptôme est dit, on va aller voir. Alors, c'est pourquoi il y a ce symptôme. Bien, ça c'est la première étape. Mais il y a des gens qui viennent sans symptômes particuliers, qui viennent avec un mal-être dans leur vie, simplement une histoire de place peut-être, ou de relationnel. Les gens qui appellent ne viennent pas toujours avec un symptôme physique, ils viennent aussi avec un symptôme relationnel. Quel que soit le boulot dans lequel je vais, tous les employeurs me crachent dessus et me maltraitent. Alors pourquoi ? Pourquoi ça ne fonctionne pas avec ma mère? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi j'arrive pas avec mon enfant? Pourquoi donc il y a deux types de problèmes. Il y a des gens qui s'arrêtent à un problème physique. Et à ce moment-là, je les ramène toujours à prendre conscience de qu'est-ce que je me dis avec ce problème physique. Surtout lorsqu'il est chronique et qu'on ne trouve rien médicalement. Alors là, c'est vraiment criant. Et il y a des gens qui appellent avec un problème relationnel ou un problème simplement de mal-être. Et là, on va les regarder ensemble. Je pars du principe que on n'est plus dans le paradigme là biomécanique. Je ne fais pas de biomécanique, moi. Nous sommes de la conscience qui incarne de la matière. Nous sommes de la conscience qui incarne et qui manifeste cette conscience dans de la matière. Donc, ce n'est pas du tout la même vision du monde que la biomécanique, des ostéopathes, par exemple. C'est plus une recherche dans la conscience de ce corps-là, il y a quelque chose qui dysfonctionne, et on ne va pas aller chercher, comme en médecine traditionnelle chinoise, ou en biomécanique ostéopathique, ou en kinésio, dans certaines parties de la kinésio, simplement à rééquilibrer. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. C'est pour ça que je dis que je ne me sens plus thérapeute. Il y a des tas de thérapeutes qui font ça, donc il faut aller voir ces gens-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir, en plus des rééquilibrages, une fois qu'on a tout rééquilibré et qu'on ne peut plus aller plus loin, parce que tout le monde sait faire, les autres comme moi, et même peut-être mieux, qu'est-ce qu'on va regarder ensemble? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble dans cette relation? Et qu'est-ce qu'on va aller voir? On va ouvrir un couvercle. Et si on n'y arrive plus physiquement, si les interventions chirurgicales ne marchent pas, si les médicaments ne marchent pas,
eh ben, on va aller voir quelque chose ensemble. Voilà, c'est effectivement, et c'est une bonne précision à apporter à nos auditeurs, hein. Cela ne va pas à l'encontre de la médecine. C'est quelque chose qui arrive lorsque, quand d'autres choses n'ont pas marché ou quand il n'y a pas d'explication. Jacob Vladimir Balga, vous utilisez la voix aussi. Alors, je vais devoir ouvrir dans quelques instants le premier espace promotionnel et puis nos auditeurs qui sont impatients de passer à l'antenne. Mais comment pratiquez-vous avec la voix ? Alors, alors, je fais des ateliers voix parce que pour moi, la voix VOIX et la voix VOIE, c'est la même chose. Et quand la voix ne passe pas dans le corps, eh bien, c'est que lorsqu'elle ne passe pas dans les parties du corps, j'ai une manière de diagnostiquer, moi, en écoutant la voix des gens. Au téléphone, j'ai que la voix. Hein. Et donc, bon, déjà, évidemment, je perçois l'aura. On va le voir tout à l'heure durant les consultations en direct. Mais il n'y a pas que la perception aurique ou la perception. Il n'y a pas que la clairaudience d'être connecté à ma source et de sentir ce qui dysfonctionne chez l'autre. Il y a aussi la voix. Mais tout le monde est capable de ça. Tout le monde sent une voix souffrante, dépressive. Tout le monde sent une voix joyeuse. Vous savez, on dit aux gens qui font du commercial au téléphone, on leur dit « souriez quand vous parlez aux gens ». Parce que ce sourire se perçoit dans votre voix, même si les gens ne le voient pas. Donc, la voix dit beaucoup de choses. Et lorsque la voix ne passe pas dans un son, dans une note, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne passe pas dans le corps, et il y a une tension, il y a un nœud. Et donc, lorsque je fais des stages son, ce qu'on appelle les stages son curatifs, je ne fais pas que du qigong avec du son. Évidemment, tout le monde sait faire ça. Il y a plein de stages partout. Donc moi, c'est pas ça qui m'intéresse dans le stage son curatif, de faire le qigong avec le son des organes. Je le fais le matin, mais c'est pas ça qui m'intéresse. On va s'arrêter lorsqu'une personne dit « Ah, ce son-là me met une tension quand je le fais, et que je touche mon foie, le son du foie, ou quand je fais le S correspondant au côlon. Entre guillemets, on ne peut pas par exemple faire le son S sans contracter le côlon ascendant et descendant. C'est absolument impossible. On ne peut pas faire un A qui vient du ventre sans contracter le nombril et l'intestin grêle. C'est absolument impossible. Donc voilà, ça c'est le son des organes. Si une personne va me dire, en faisant le son A, je sens un poids sur le cœur et une pression à l'épaule, on va s'arrêter et on va faire la partie qui, moi, m'intéresse. C'est ce que je sais faire. Tu vas extirper, sors cette tension qui est à l'intérieur de toi, ce n'est que de la tension, c'est donc un paquet d'énergie bloquée, tu le dilates, tu passes en commande manuelle, on le dilate, on le déploie et tu regardes qu'est-ce que c'est, tu le laisses s'écouler en ondes et tu regardes qu'est-ce que c'est. Voilà. J'ai envie d'entendre quelques sons. On en entendra quelques-uns dans quelques instants avec les auditeurs. Je vais en faire un tout de suite. Ah oui, je veux bien. Oui. Juste avant l'espace. On est déjà en retard, mais c'est pas grave. On va faire un petit son harmonique qu'on fait aussi en atelier. Bien. Donc je vais faire un petit son simple qu'on peut faire en première journée d'atelier. C'est une labiale, le son L. Et donc voilà, j'en fais un comme ça. Alors les auditeurs, vous pouvez fermer les yeux, écouter et sentir dans votre corps surtout qu'est-ce que ça fait. Voilà un petit son. Ça vous fait plaisir, Alexandre. Énormément, ça m'a beaucoup fait sourire.